ce qui vient des États-Unis n'est pas forcément bon. Dans son ouvrage La philosophie devenue folle, Jean-François Bronstein, qui est notre invité ce soir, d'ailleurs, note que John Money, le fondateur de la théorie du genre, envisage qu'on puisse se faire amputer d'un membre dont on ne serait pas satisfait. Il note aussi que la théoricienne des cyborgs, Donna Haraway, décrit avec émotion, je cite, les baisers profonds qu'elle échange avec sa chienne, de manière à effacer les barrières d'espèces. Il note enfin que le théoricien, et là c'est moins drôle, le théoricien de la libération animale, Peter Singer, prône l'infanticide comme corollaire de son engagement en faveur de l'euthanasie. Ouais. Et ces théories sont maintenant en France. C'est pas dans la bouche de Florence Foresti, ni de Gad Elmaleh ou de Blanche Gardin. Vous imaginez d'ailleurs ce que Blanche Gardin pourrait faire avec le baiser profond du chien. Non, elles y sont là, sérieusement. Et comme nous, Français, sommes très créatifs, nous allons encore plus loin. Nous créons une sorte d'asile psychiatrique à ciel ouvert, où nous devons décoloniser la sexualité, utiliser l'écriture inclusive, quoi qu'il en soit, où le militantisme remplace toute vérité scientifique, où donc le pouvoir blanc, qui utilise comme chacun sait la laïcité contre les indigènes, descendants décolonisés, doit être éradiqué, où les juifs, dixit les indigènes de la République, bien sûr les juifs, qui n'ont que ça à faire j'imagine, sont les boucliers de la politique impérialiste et islamophobe française, où l'islamo-gauchisme donc devient le pendant du judéo-bolchevisme des années 30, comparaison ignoble dans la bouche de l'éminent historien dont j'ai oublié le nom, Pascal Blanchard je crois. Et selon les gens du CNRS, auquel la ministre Madame Vidal a eu l'audace de demander une enquête sur le sujet, l'islamo-gauchiste est un slogan politique utilisé dans le débat public qui ne correspond à aucune réalité. Oui, je le confirme, nous sommes chez les fous. Et si je n'avais pas choisi d'en rire, je pourrais en pleurer. Ce soir dans l'Isle en interdit, pour aborder ces thèmes, je reçois Jean-François Bronstein, donc professeur intellectuel écrivain, ainsi que notre ami Franz-Olivier Gisberg, que vous connaissez bien, éditorialiste, et Albin Wagner, enseignant, chercheur en analyse de discours. Venez nous attendre. Messieurs, bonjour, comment allez-vous? Bonjour. Ça va bien? Bonjour, très très bien. Albin, Jean-François, Franz-Olivier Gisberg qui doit arriver sur nos écrans. Vous êtes un grand fan de l'écriture inclusive? Ça dépend de quoi on parle. Si on parle d'écriture inclusive ou de point médian, ce sont deux choses très très différentes. Alors, l'écriture inclusive ou le point médian, déjà expliquez-moi la différence. Alors le point médian, c'est le fameux point qu'on voit fleurir effectivement en ce moment, donc qui permet d'inclure en fait par exemple des mots au masculin ou au féminin en les contractant à la fin. Ouais. Là où l'écriture inclusive, enfin là où en fait tout simplement le fait de citer masculin et féminin est quelque chose finalement de assez ancien. Alors, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que cette fantastique, magnifique, merveilleuse langue française qui nous porte depuis des siècles, est-ce qu'elle n'avait pas en elle suffisamment de complexité déjà pour nous éviter cette lourdeur? Est-ce que selon vous, Jean-François, ce côté, l'inclusivité, comment on dit, l'inclusif? L'écriture inclusive. Ouais. L'inclusif, est-ce que c'est un exercice de propagande ou est-ce que c'est réellement un besoin profond de certains intellectuels? Non, c'est évidemment quelque chose qui est très dommageable parce que d'abord ça ne se prononce pas, c'est inélégant, c'est très technique et puis surtout l'idée de refaire la langue à zéro, c'est quelque chose qui pour ma part est tout à fait à la fois absurde et inquiétant. Absurde parce que c'est pas ça qui va changer la condition des femmes dans le monde, c'est pas le changement de la langue en France, la langue ne change pas la réalité. Et deuxième aspect, c'est qu'effectivement cette écriture inclusive se répand énormément dans les universités et au CNRS et c'est le moyen d'affirmer la prééminence de cette doctrine. Et si on envoie un courrier en écriture non inclusive, on est désormais voué aux gémonies. Vous êtes d'accord avec ça?
Non, pas forcément. Alors dites-moi. En fait, en tant que linguiste, si vous voulez, d'abord, on constate que les langues évoluent tout le temps finalement, c'est-à-dire qu'elles changent, elles bougent, à la fois dans leur lexique, dans leur graphie, dans leur grammaire aussi. Et puis alors, évidemment que en ce moment, on est dans une phase expérimentale, moi je dirais, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un ensemble de personnes, militantes ou non, qui testent l'écriture inclusive, qui l'utilisent pour des intérêts en fait très spécifiques. Mais après, pour ma part, en tout cas, si je parle des listes des diffusions de chercheurs auxquels je suis abonné ou aux revues en fait en linguistique, c'est pas parce qu'on va utiliser ou non l'écriture inclusive qu'il y aura un problème. Mais est-ce que c'était si important d'en faire un événement comme ça, de cette écriture inclusive? Franz-Olivier, qu'est-ce que vous en pensez de cette... Bonjour d'abord, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, moi je suis quand même partagé parce que a priori c'est vrai que ça vient d'être dit, les langues par définition elles évoluent, il y a des mots qui arrivent tous les jours dans la langue, et puis il y en a aussi plein qui disparaissent. Et moi, j'ai un petit combat personnel déjà depuis des années. J'essaie comme ça de rétablir des mots qui ont disparu. Il y a ce mot merveilleux, grimpion, pour dire arriviste, fruition, pour dire la oui, mais ça, c'est pas l'écriture inclusive. Ça, c'est notre vocabulaire qui disparaît et qu'on essaie de récupérer. Attends. Non. C'est que la langue, elle change, elle évolue. Elle est toujours en mouvement. Et donc, vous avez... il y a aujourd'hui une nécessité de féminiser un certain nombre de mots. Je le comprends très bien. Ça me paraît tout à fait naturel. Bon, alors simplement, évidemment, pompier, on va pas dire pompière. Voilà, il y a des petites choses comme ça. Non, mais moi, à la limite, la féminisation des mots, Franz-Olivier, je suis d'accord. On est tous d'accord. Le problème, c'est pas tellement ça. Le problème, c'est les points. Le problème, c'est les nouveaux adverbes. C'est tout ce qui va changer. J'y viens. Parce que je sais que l'écriture inclusive, c'est pas exactement ça. Mais cette nécessité de féminisation, elle est réelle. Alors après, effectivement, qu'il y ait un peu d'écriture inclusive par-ci par-là, je le comprends très bien. Ce qui va pas du tout, c'est l'injonction, c'est la réglementation. C'est le fait que des enseignants disent aujourd'hui, ah ben non, si c'est pas une écriture inclusive, je vais pas corriger votre copie. Ah non, votre mail, je ne l'ai pas lu, il n'était pas en écriture inclusive. Quand ils disent ça à leurs étudiants, là, je trouve qu'on dépasse des limites. Et là, vous avez très bien présenté les choses au début, c'est qu'on assiste à une américanisation. Enfin, moi qui suis un peu dans la double culture, toutes ces conneries qu'on entend aujourd'hui en France sur tous les sujets, sur le genre, sur la décolonisation, etc. Toutes ces conneries, le décolonialisme, les indigènes de la République, tout ça, c'est des choses qu'on entendait, disons, depuis 20 ou 30 ans. Et aujourd'hui, c'est arrivé et ça arrive en bloc et ça arrive absolument de tous les côtés. Et c'est pour ça que, justement, il faut s'interroger. Et il faut mettre des barrières, je pense. Et il faut aussi hurler. J'imagine que c'est un peu l'objet de votre émission. Parce que alors, est-ce que ça n'est pas, justement, François-Olivier, Jean-François, est-ce qu'on n'est pas justement dans ce combat que mènent certains activistes, se dissimulant d'ailleurs de moins en moins derrière l'indigénisme, par exemple, derrière tous ces ismes qui sont apparus dans les dernières années, pour en fait fissurer notre société. Effectivement, de toute façon, dans l'écriture inclusive, ce qui est très gênant, c'est l'obligation de l'employé qui est de plus en plus présente dans les facs. Et que la langue évolue, c'est tout à fait naturel et on peut souhaiter même qu'elle féminise de plus en plus de termes. En revanche, l'injonction d'écriture inclusive est quelque chose de très problématique. D'autant que ça gêne toutes sortes de gens. Les aveugles se plaignent de ça, les dyslexiques, etc. C'est une vraie question. Alors, par ailleurs, ça répond évidemment à un projet plus large, qui est un projet pas seulement américain, je dirais c'est un projet américano-français ou anglo-saxono-français où il s'agit effectivement de changer les codes et les définitions de l'identité avec une mise en avant absolue de l'identité, soit de genre, soit de race, soit intersectionnelle, soit ceci ou soit cela. Et effectivement, c'est tout à fait contraire à la vision traditionnelle, je dirais, de la République française qui est faite d'individus abstraits. Nous ne sommes pas enracinés dans des identités intangibles dont on ne pourrait pas sortir. Et effectivement, moi, ce qui me gêne derrière cela, c'est qu'à la fin, qu'est-ce qui se passe? C'est du racisme. C'est-à-dire que lorsque Pascal Blanchard, pour ne pas le nommer, dit les Blancs ne peuvent pas comprendre ce que pensent les Noirs, ça me fait exactement penser, et c'est pour ça que je suis assez remonté. C'est dégueulasse. Ça me fait penser, moi, à Maurras, qui dit les Juifs ne peuvent pas comprendre la guerre de racisme. C'est exactement pareil. Et c'est pour ça que je suis un petit peu remonté. Alors, bon, peut-être qu'on dira que je suis un peu trop remonté. D'autant qu'il y a ce sondage qui est passé chez vous
au point François Olivier, qui est sorti ce matin, qui glace un peu le sang, où en fait on se dit que... alors, ce sondage, c'est très simple, le grand chiffre qu'il faut... c'est que 48%, je crois, des lycéens aujourd'hui ne sont plus en accord avec la laïcité. Le voilà, le sondage. Tous les signes liés à la laïcité sont rejetés. En fait, un lycéen sur deux, pratiquement maintenant, ne s'intéresse plus à la laïcité, ne pense plus que la laïcité doit être appliquée. On est dans le pays de la laïcité. Nous sommes au cœur de cette laïcité qui a fait notre culture. Albin, c'est quelque chose... Vous êtes professeur. C'est pas quelque chose qui vous fait frissonner ou vous l'acceptez, vous? Non, enfin, c'est surtout que je pense qu'on est dans une époque de profond bouleversement. En fait, ça me renvoie vraiment au débat sur l'identité nationale qui avait lieu en 2010 ou 2009. Je sais plus si je me trompe dans les dates, mais globalement c'est autour de cette époque-là. Et en fait, où on a vu déjà un certain nombre de questions arriver, puis finalement être remises sous le tapis. Je pense que moi, ce qui m'intéresse dans ce sondage-là, c'est la façon dont la question est posée. Mais ça, c'est le chercheur qui parle, mais toujours Mais en fait, après derrière, c'est pourquoi on a ces réponses-là surtout. Pourquoi on a ces réponses-là? Et puis surtout, qu'est-ce que ça dit du fameux modèle de laïcité à la française? C'est-à-dire, c'est quoi l'universalisme républicain? Moi, je pense que dans cet universalisme républicain, qui a été effectivement quelque chose qui est porté, qui a nourri profondément le modèle politique français, il y a en fait des germes et des racines qui datent d'une époque qui est maintenant très loin derrière nous. Et les sociétés, elles changent. La mondialisation aussi a rendu visible tout un tas de choses très très diverses. Des identités, des religions, des façons différentes aussi de voir le monde, la société, différents régimes politiques, différentes manières aussi de voyager, de faire bouger les communautés. Et donc je pense que tout ça, la France n'y est plus imperméable et forcément ça pose beaucoup de questions. Alors j'entends et je suis d'accord d'une certaine façon. Ce que je nie, c'est que on balaie d'un revers de main ce qui a fait notre... François Olivier, je vais venir vers vous et vous allez me donner votre point de vue. Ce qui a fait un peu le socle de notre République. Moi, je suis très républicain, je suis attaché à la République, je suis attaché à la liberté, à l'égalité, à la fraternité. François Olivier, oui, dites-moi. La France, enfin, la République française, elle est la fille de ce qu'on appelle les Lumières. C'est-à-dire comme vous l'avez bien dit, d'un certain universalisme, d'où découle la laïcité, toutes les lois de 1905. Ces lois, elles sont en question déjà depuis un certain nombre d'années. De toute façon, il est normal que la société évolue. Le seul problème, évidemment, c'est la remise en cause de ça qui constitue les fondements même de notre République. Alors, moi, je ne dramatiserai pas. Je sais que, Élie, je vois que vous avez été très remué par ce sondage. Enfin, effectivement, j'ai été remué, oui. Souvenez-vous, les jeunes, autrefois, vous auriez fait un sondage, et ils étaient tous pour Mao, la révolution chinoise, la révolution culturelle, c'était formidable, pendant que les gens mouraient. Oui, mais Mao, c'était à quelques milliers de kilomètres d'ici. Là, on parle de ce qui se passe ici. Non, mais quelle belle chose que la jeunesse, et quel dommage qu'elle soit gâchée par les jeunes, comme disait Georges Bernard Shaw. C'est pas grave. Je pense simplement ça montre qu'il faut continuer, il faut se battre, il faut éduquer. Et je pense que moi, par exemple, qui circule beaucoup dans les lycées, j'adore être au contact des enseignants, etc. Et je vois qu'il y a énormément, toujours, tout ce qu'on me raconte là-dessus, tout ce que je peux dire est faux, parce que il reste énormément de ce qu'on appelait les hussards noirs de la République qui se battent pour la République, pour l'égalité de tous, etc. Et ce qui apparaît dans tout ça, on sait très bien, et là, on a un peu abordé le sujet, mais il faut y aller carrément. Aujourd'hui, nous avons une sorte de racisme à l'envers. D'ailleurs, moi, je veux dire, tous ces gens qui remettent en question ce modèle universel, il y a une forme de racisme parce que derrière, qu'est-ce qui va débouler derrière? Ce sont les indigénistes de la République, c'est les indigènes de la République, ce sont les décoloniaux, etc. Une espèce de déconstruction qui, en fait, nous remet dans notre race. Moi, ce que je trouve passionnant, vous voyez, c'est que la société réagit, la société évolue. Vous avez ce courant. Moi, je suis désolé, je vais répondre. Je crois que c'était Albin qui disait ça. C'est quand même, c'est made in USA. Ça, c'est quand même, ça vient d'arriver en France. C'était à l'état larvaire depuis une dizaine d'années. François Olivier, je vais juste vous couper une seconde parce que vous avez noté que
vous parlez d'idéologie. Moi, ce qui m'inquiète, vous dites que je suis inquiet, c'est vrai. Pourquoi? Parce que ce que je vois, c'est qu'il y a une déficience des familles et une déficience à l'école, au lycée. Par exemple, j'ai noté qu'un professeur d'un établissement, d'un lycée, qui ne veut plus dire son nom, vous voyez dans quelle situation on est, elle a peur de dire son nom, parle de la déconstruction post-68. C'est-à-dire que une génération de profs qu'elle a avec elle et qui a fait ses classes dans l'école, une école défaillante, on leur a mis dans le crâne une détestation de la France et de l'État avec un apprentissage de l'histoire systématiquement à charge. Ils n'apprennent plus la Marseillaise, ni même ce qui nous rassemble, c'est-à-dire la République, ses principes et ses valeurs. Oui, moi je suis pas inquiet sur ces jeunes qui ont évidemment tout à fait le droit de penser cela, mais ce qui est inquiétant, ce sont les idéologies qu'on enseigne dans les universités, indigénistes ou décoloniales, qui estiment que les jeunes des cités, des banlieues, sont toujours éternellement colonisés, qu'ils sont des victimes à jamais. Or, nous formons des professeurs qui vont aller ensuite enseigner dans le secondaire, donc c'est pas la génération 68, c'est la génération actuelle qui va aller dans les lycées et collèges enseigner à ces jeunes qu'ils n'ont aucune chance de s'en sortir, que de toute façon ce sont des victimes, qu'ils sont désignés, qu'ils sont victimes du privilège blanc, etc. Bon, je suis pas naïf, l'universalisme républicain, c'est pas un fait, c'est pas simple, nous ne sommes pas tous identiques, mais c'est un idéal, c'est ce qu'on appelait l'idéal républicain, beaucoup ont insisté là-dessus, c'est quelque chose vers quoi on doit tendre. Donc si on explique aux jeunes que de toute façon ils seront discriminés, que de toute façon ils sont colonisés comme toujours, c'est une catastrophe qui se prépare. Moi, ce qui m'inquiète dans toutes ces idées, on pourrait s'amuser, ce dont vous avez parlé au début, c'est très drôle d'une certaine manière, mais il y a des conséquences. Les idées ont des conséquences. Oui, j'ai voulu le faire drôle parce que c'était... Oui, non, mais on voit le problème. Bon, par exemple, aujourd'hui, il y a un professeur de mathématiques de l'Académie des sciences américaines qui explique que maintenant, on lui dit que les maths sont discriminantes, blanches et masculines, et donc ça touche aussi des domaines comme les mathématiques. Et le dit professeur Kleinerman a fui la Roumanie pour fuir la dictature de Ceausescu, et il dit en Roumanie au moins on ne touchait pas aux maths. Et donc on en va très très loin. Et moi c'est ça qui me gêne, c'est-à-dire que c'est pas des discours simplement, c'est d'abord une grande intolérance dans les universités, et ensuite des gens qui vont être formés d'un seul point de vue, d'un seul côté. Moi je suis pas d'accord avec ça. Albin. Alors, moi, je pense que pour être formé d'un seul côté, c'est quand même compliqué parce que quand on a en fait des cursus de licence ou de master, on a plusieurs enseignants en face de soi qui ont tous, enfin moi je reviens de mes études et c'est encore le cas quand même, qui ont tous des points de vue très différents, parfois même carrément opposés. C'est ça qui est bien justement. C'est pour ça qu'on fait des études. On se souvient tous de nos études quand même. On a parfois des enseignants qui sont qui ont des positions très conservatrices, d'autres très libérales, d'autres très républicaines, d'autres très mondialistes. On a vraiment de tout. Donc, oui, mais pardon, je fais une parenthèse. Oui. Mais que je sache, on nous a tous, même après 68, après la République, on nous a tous donné ce sentiment d'appartenir à la France, oui. À un pays. Oui. Là, on n'est plus là. Là, on s'éloigne de ça. En fait, si vous voulez, tout dépend encore une fois de quoi on parle. C'est-à-dire que le fait qu'il y ait en fait de l'engagement politique à l'université, ça a toujours été le cas. D'accord. Bien sûr. De toute façon, c'est la fabrique. D'ailleurs, je vais dire, voilà, exactement. C'est tout l'intérêt de l'université est là justement, quels que soient les bords politiques d'ailleurs. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est de voir de quoi on parle. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est les études intersectionnelles? Qu'est-ce que c'est les études décoloniales? C'est d'abord une manière de regarder la manière dont plusieurs sources de domination, de discrimination se complètent. C'est-à-dire que c'est plutôt finalement une étude de la complexité sociale plutôt qu'autre chose. Et d'ailleurs, en fait, ce qui est intéressant là-dedans, c'est que la plupart il y a effectivement parmi les universitaires aux États-Unis, en France comme ailleurs, des gens engagés politiquement, c'est un fait. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais en fait, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est que si on regarde bien, la manière dont ces théories-là sont nées aux États-Unis sont très liées justement à l'importation de la French Theory, c'est-à-dire de Foucault, de Bourdieu, de Derrida, qui en fait, ces théories-là ont finalement essaimé aux États-Unis. Et quelque part, si effectivement on se dit que ce qui se passe maintenant est problématique ou grave, moi c'est pas mon cas, mais j'entends ça parfaitement, il faut voir que la source de tout ça, ce sont en plus des penseurs français qui font un match retour, quelque part. Franz Olivier, on va parler de votre livre tout à l'heure qui sort en poche. Franz Olivier, qu'est-ce que vous pensez de ça ? Alors, pour revenir là-dessus, c'est vrai que moi j'aurais tendance à penser que c'est pas une catastrophe. C'est-à-dire que les gens pensent faux, que les jeunes pensent faux, je dirais d'une certaine façon, c'est l'habitude. Enfin, on devrait s'habituer depuis le temps. Moi, je sais pas, j'ai fait les études, et vous aussi, Élie, à une époque où
la majorité était d'extrême gauche, enfin je dirais pire que gauchistes, enfin ils étaient, quand ils n'étaient pas maoïstes, ils étaient trotskistes, enfin de toute façon, voilà, c'était la lutte des classes, mais c'était, enfin, on vous annonçait une révolution sanglante, enfin moi j'ai entendu ça dans les années 68, 69 et encore 70. Bon. Aujourd'hui, il y a une espèce de retour. Moi je dirais, j'accuserais pas les Français, faut peut-être arrêter avec l'autoflagellation, je pense que les Français n'y sont pas pour grand-chose, notamment d'ailleurs Derrida, c'est vrai, il y a quelques penseurs français qui servent, mais c'est quand même quelque chose qui est enraciné depuis longtemps aux États-Unis, où d'ailleurs les profs sont notés par les élèves, et donc s'ils filent pas doux sur la ligne, bon. Mais vous savez, il y a toujours des trucs en retour, c'est-à-dire que l'histoire, c'est pas quelque chose comme ça qui va tout droit, toujours dans la même direction. Et il faut se battre. Il y a des gens des voix qui s'élèvent, et puis après il y a d'autres directions qui sont prises. Exemple, l'islamo-gauchisme à l'université. Bon, tout le monde sait que il y a comme il y avait le marxisme autrefois, des forteresses marxistes. L'université est une sorte de grande forteresse marxiste, je veux dire même stalinienne à une époque. Aujourd'hui, vous avez des forteresses islamo-gauchistes. Bon. Il y avait un déni là-dessus. La ministre Frédérique Vidal fait comme ça un petit laïus où il y a ce mot qui sort, elle demande une enquête. Oui, ça crée un truc énorme. C'est une idée d'extrême droite, etc. Enfin, tout ça. Et puis, qu'est-ce qui ressort au bout de tout ça? Les Français, à 70%, approuvent la ministre et disent « Ouais, il y a un problème d'islamo-gauchisme à l'université. » Je pense que tout ce qu'on dit là, évidemment, si personne ne réagit, mais il faut réagir, c'est ce que nous sommes en train de faire. Il faut s'indigner, l'écriture inclusive. François-Olivier, je crois qu'on l'a bien compris. Vous avez cette faconde qui est très marseillaise d'ailleurs, qui est merveilleuse. Donc je suis obligé. Je vous remercie parce que je sais que vous ne serez pas avec nous en deuxième partie. Je voudrais parler de votre livre Le Schmock, qui sort donc, je le répète, en poche, et vous remercier d'avoir été avec nous, François-Olivier. C'est la montée du nazisme en sous forme romanesque, mais très sérieuse quand même. Et voilà, parce que la bête est là, hein, la bête est toujours là. La bête est toujours là. On se retrouve tous les trois en deuxième partie. Salut France, et on va continuer cette conversation. Alors Jean-François Bronstein, Albin Wagner. Moi, ce qui m'inquiète, c'est ça. Je vais vous lire quelque chose. Christophe, qui est un professeur au lycée, a appris à peser chacun des termes et des sujets abordés dans la salle des profs qu'il juge tenus par les syndicats d'extrême gauche et en particulier Sud Éducation. Il ne supporte pas les discours tenus en salle des profs complaisants vis-à-vis des comportements et revendications communautaires. C'est-à-dire que le mal est dans le fruit. C'est ça qui me fait peur. Et là, je voudrais qu'on parle un peu politique. Est-ce que ces communautarismes-là ne sont pas, je commence avec Jean-François, est-ce que ces communautarismes-là ne sont pas complètement conscients de ce qu'ils font et en fait manipulés, c'est une question, et au-delà de la manipulation, est-ce qu'ils n'ont pas un désir vraiment de nuire à ce que nous sommes définitivement ? Je suis pas sûr que ce soit quelque chose de tout à fait conscient, mais effectivement, il me semble que les discours des coloniaux, par exemple, ou indigénistes, sont des discours qui vont former des enseignants, qui ensuite vont retransmettre ce genre de discours. C'est quelque chose d'extrêmement grave parce que effectivement, ça enferme et ça crée des communautés fermées. Par ailleurs, je dirais que les universités sont d'une certaine manière très bienveillantes à l'égard de l'islamisme. Si la ministre a parlé d'islamo-gauchisme, c'est parce que sans universitaires, nous avions signé un papier expliquant qu'il n'était pas possible que l'université soit le seul endroit où, au lendemain de la mort de Samuel Paty, on n'ait jamais indiqué que l'islamisme était responsable. Donc il y a effectivement de ce point de vue-là une certaine complaisance des islamo-gauchistes, effectivement. On peut en parler. Alors ce qui est très étrange, c'est que le CNRS, sans avoir fait de recherche, dise tout de suite l'islamo-gauchiste, ça n'existe pas. Mais pourquoi Parce que c'est embêtant de reconnaître la vérité. Ça m'a fait penser d'une certaine manière, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, Najat Vallaud-Belkacem à une époque a dit la théorie du genre ça n'existe pas. Maintenant il y a des masters d'études de genre, c'était en 2014 je crois, il y a des masters d'études de genre dans toutes les universités. Alors c'est pas la même gravité d'une certaine manière, mais effectivement il y a cette volonté de nier ce qui se passe. C'est bon, le terme d'islamo-gauchisme il a été inventé par un chercheur du CNRS, Pierre-André Taguieff, et il désigne des mouvements qui existent. Tariq Ramadan et Edwy Plenel, ça s'appelle de l'islamo-gauchisme. Ou le colloque. Mais qu'est-ce qu'ils veulent, Albin?
Qu'est-ce que veulent... On reviendra on va revenir avec Allah qui a fait un éditorial là-dessus sur l'inclusif et les autres. Mais qu'est-ce que veulent les islamo-gauchistes? Pour cette association entre cet islam radical, islam tout court d'ailleurs, islamisme tout court, pas l'islam. Hein. Encore une fois, je répète, parce que je le répète à chaque émission quand on aborde ce sujet, les musulmans n'ont rien à voir avec ça. On parle d'islamisme. Donc entre cet islamisme-là et comment dire, et cette gauche française nostalgique du prolétariat, qu'est-ce qu'ils souhaitent exactement? Alors ça, j'en sais rien. C'est-à-dire que je suis pas dans la tête d'eux, hein, mais je pense d'abord que quand on parle d'islamo-gauchisme, le terme en lui-même, il pose quand même sacrément problème, parce que islamo, effectivement, vous l'avez rappelé, c'est bien, on parle bien d'islamisme, sauf que quand on dit islamo, du point de vue de la racine, on pourrait penser aux musulmans en général. Oui, mais enfin, ça, les gens le savent. Non, bien sûr. Et on le rappelle sans cesse, donc il faut... Oui, on le rappelle sans cesse, mais le sondage du Point, qui est très intéressant, qui a été montré, montre effectivement qu'on a une distorsion en fonction de la confession religieuse. Donc c'est pour ça que ça peut quand même continuer à entretenir une forme de confusion. Maintenant, je pense que quand on dit qu'il y a effectivement des communautés, des territoires éclatés, ces territoires, enfin, il faut voir aussi d'où on part, c'est-à-dire que c'est pas les études décoloniales ou intersectionnelles qui créent des communautés, qui créent des éclatements territoriaux sur la France. C'est-à-dire que on a quand même un pays où on a un certain nombre de quartiers qui ont été totalement abandonnés, on a un certain nombre en fait d'endroits ou de classes d'âge ou de classes sociales qui sont totalement abandonnés aussi. Et donc ce qui est important, je pense, à comprendre là-dedans, à mon sens, après ça n'engage que moi, c'est que le récit, on parle de narrativité, le récit finalement effectivement républicain, universaliste, ne parle plus en fait à des gens qui se sentent déjà exclus. C'est-à-dire que eux ils voient qu'on parle d'universalisme des républiques, mais ça ne correspond pas à leur réalité. Et vous ne pensez pas que ce communautarisme-là, ces coins qu'on met entre chaque communauté, va accentuer ce sentiment d'être exclu ? Parce que, mon Dieu, si tout d'un coup on commence à dire que tous les Chinois sont pas bienvenus en France, ben ils vont se sentir exclus. Si on commence à leur dire que... Vous voyez ce que je veux dire ? Pour moi, ça n'aggrave pas l'exclusion, dans le sens où, en fait, ce qui compte, c'est que de retrouver du sens, finalement, dans le vivre ensemble. Et c'est ça qui nous manque maintenant. C'est-à-dire que, de toute façon, quel que soit, je pense, à mon avis, les communautés, c'est précisément ça qui manque. Mais cette faillite-là, elle ne date pas de 5 ou 10 ans. Elle date de bien avant. Elle s'est installée sur le long terme. Donc, maintenant, le fait qu'il y ait des besoins de faire société différemment, d'expliquer la société différemment, c'est intéressant. D'autant plus intéressant que je rappelle qu'il y a des recherches qui montrent justement que l'universalisme à la française, ça reste quand même quelque chose qui est très franco-centré, c'est-à-dire que c'est un choix politique qui est culturel, situé dans une période historique, ce qui veut dire que, même si les droits de l'homme ont dépassé très largement effectivement le cadre français, ça c'est très très clair, hein, on voit que... Pas assez, mais quand même. Oui, on voit que finalement, le modèle républicain sur lequel on est, qu'on estime être universaliste, c'est-à-dire transcommunautaire, transidentité, ben c'est pas forcément le cas. Et on voit bien que si plusieurs communautés se sentent exclues, et du coup, effectivement, vont chercher d'autres récits, ça montre que, finalement, le modèle a un problème aussi de ce point de vue. Allah Oukili a fait un éditorial sur ces communautés et sur ces exclusions. On va écouter Allah Oukili. Sa pratique provoque la colère des amoureux de la langue française, mais pas que. Elle agite les débats médiatiques et politiques. L'écriture dite inclusive ou épicène nous est vendue comme la dernière innovation militante pour délivrer enfin les femmes non blanches et leurs alliées blanches de l'oppression blanc-triarcale, voire hétéropatriarcale en Occident. Promue par des groupuscules identitaires d'extrême gauche, tantôt racialistes, religieux et ou sexuels, elle s'imposera en très peu d'années dans des universités et des grandes écoles, investira les colonnes de journaux comme Le Monde ou Libération, les communiqués de syndicats étudiants ou enseignants comme l'UNEF ou Sud, ainsi que des documents internes de l'administration française. Plusieurs responsables politiques ont voulu la faire interdire. Les derniers ont reçu une fin de non-recevoir au motif qu'il est plus important de se consacrer aux priorités, à savoir crise sanitaire et économique ou encore la lutte contre le séparatisme. S'opposer à un mouvement antidémocratique qui a décidé de s'approprier la langue qui fait l'être français pour la bourrer grossièrement d'interdits et de prescriptions ne relève-t-il pas du séparatisme ? Bien que dénoncé par l'Académie française et plusieurs linguistes comme un péril mortel pour notre langue, bien que honni par certaines associations du handicap car proprement indéchiffrable pour les personnes aveugles, tout en étant illisible par les personnes dyslexiques et les dyspraxiques, rien n'y fait, la langue sera politique et morale ou elle ne sera pas.
Tant pis si elle doit exclure la majorité pour porter le label inclusif, et tant pis si le féminin de jardinier devient jardinière. Les mêmes qui répétaient que supprimer le mot « race » de la Constitution ne ferait pas disparaître le racisme voudraient nous faire croire que les femmes ont été opprimées parce que l'on a utilisé le point pour marquer la fin d'une phrase au lieu d'en faire un intercalaire pour décliner les genres existants imaginaires dans un seul et même mot. Et ensuite, on a beau chercher des avantages que l'égalité homme-femme pourrait en tirer, on n'en trouve pas. Mais c'est tout bénef pour ceux qui voudraient être absous sans bouger le petit doigt. Ces chantres en France peuvent se prétendre féministes tout en défendant la polygamie, le hijab et les certificats de virginité. Les entreprises l'imposent de plus en plus à leurs employés sans devenir pour autant des champions de l'égalité salariale. Les présidents sud-américains du Chili et de l'Argentine l'utilisent dans leurs discours officiels sans concéder le droit à l'IVG à leurs concitoyennes. Et enfin, dans les sociétés musulmanes arabophones où quasiment toutes les professions sont féminisées et les verbes accordés en genre, dire que la condition des femmes laisse à désirer serait un euphémisme. L'écriture inclusive, c'est en fait la langue de la mauvaise conscience. Albin, pensez votre réponse. Je vais venir d'abord vers Jean-François pour lui demander ce qu'il pense de ce qu'il vient de dire Anna. Je trouve qu'elle a tout à fait raison, parce que ça devient quelque chose d'obligatoire, et c'est comme maintenant il y a des enseignements dans les entreprises sur le préjugé de race, sur les préjugés, la théorie critique de la race qui a beaucoup de succès aux États-Unis est désormais obligatoire. Or, c'est des choses qui sont contre-productives, c'est-à-dire qu'elles vont créer effectivement des sentiments victimaires dans le cas de la théorie critique de la race. Elles vont créer une indifférence au langage et elles créent une double vision, c'est-à-dire qu'on ne peut pas écrire. À la rigueur, on peut faire des lettres administratives en écriture inclusive, mais on ne va pas écrire de la poésie ou de la littérature en écriture inclusive. De toute façon, l'idée de base, c'est effectivement de recréer un homme nouveau qui parlerait cette langue-là. Moi, dès qu'il y a l'idée de récréation d'un homme nouveau, ça me rappelle Staline ou Hitler. C'est-à-dire, il y a vraiment l'idée qu'on reconstruit tout à zéro. Et moi, c'est ça qui me gêne. Par ailleurs, pour ce qui est de ces théories en général... Qui vous gêne ou qui vous inquiète, qui vous angoisse ? Qui me scandalise, oui. Qui me scandalise plutôt. Et je trouve ça, bon, comme tout à l'heure, ce que je vous disais sur le racisme à l'envers, je trouve ça abominable. Et c'est pour ça que je m'engage dans toutes ces questions. Par ailleurs, je dirais, pour ce qui est de l'université, je pense que la situation est un peu différente de ce qu'elle était avant. C'est-à-dire que avant, il y avait des gens qui avaient des points de vue différents, droite, gauche, marxisme, maoïste, etc. Désormais, dans ces nouvelles studies, le principe de base, c'est qu'on doit être d'accord sur l'ensemble et qu'on doit partager les mêmes principes. Donc, si on fait des race studies, il faut penser qu'il y a un racisme systémique. Si on fait des gender studies, il faut penser que le corps n'existe pas ou n'a pas de signification déterminante. Et ça, c'est vraiment gênant. C'est-à-dire que vous avez parlé de l'université telle qu'on l'aime. C'est pour ça qu'on est universitaire. C'est parce qu'il y a une liberté d'expression des opinions et parce qu'il y a une volonté d'aller vers l'objectivité et la vérité. Tout ça disparaît dans la situation actuelle. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de liberté d'expression des opinions. Il y a toutes sortes de cas qu'on pourrait citer. Et d'autre part, ces théories pensent que les seuls qui peuvent dire la vérité sur la race, sur le genre, sur le handicap, etc., sont ceux qui en vivent, qui sont affectés de cela. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a plus d'objectivité. Donc, l'université, effectivement, est face à une très grave menace, à mon avis. Alain. Ça fait beaucoup de questions. Oui. D'abord, parlons de l'écriture inclusive. Alors, l'écriture inclusive, moi, je trouve ça intéressant. Alors, de toute façon, en tant que linguiste, je suis toujours captivé quand il y a des expérimentations, des choses nouvelles qui arrivent. Et puis, il faut faire confiance au locuteur. C'est-à-dire, vous, moi, tout le monde. C'est-à-dire que si quelque chose n'est pas pertinent linguistiquement, ça va disparaître. Et si c'est pertinent, ça s'installera. Comme une règle. Bon, ça, c'est une première chose. Deuxièmement, on a le droit de trouver le point médian moche. Ça, évidemment, le jugement esthétique de chaque locuteur, c'est très important. Comme on trouve des mots moches, enfin voilà, c'est des choses tout à fait normales. Mais l'écriture inclusive, en dehors du point médian, je parle toujours, c'est aussi quelque chose qui a été assez largement maintenant étudié par les linguistes depuis une bonne trentaine d'années. Je peux citer les travaux de Laurence Rosier, de Pascal Gigax aussi en Suisse, qui a justement récemment montré que l'écriture inclusive a des effets bénéfiques au point de vue de la cognition, au point de vue en fait de l'inscription sociale des individus, enfin de la réussite sociale des individus, de leur sentiment de réussite sociale. Donc il y a quand même un certain nombre de choses là-dessus. Je renvoie aussi au podcast Parler comme jamais, où il y a un épisode sur l'écriture inclusive. Donc il y a plein de choses qui finalement sont intéressantes à écouter. D'accord, disons que ça existe et que le peuple, nous, vous, moi, faisions notre marché, on prend ce qui nous intéresse et le reste va disparaître dans les oubliettes de l'histoire. D'accord, je suis d'accord avec vous. Ce qui m'inquiète,
c'est que ça devient un outil de propagande, c'est que ça devient un instrument de violent pratiquement, comme l'indigénisme, qui est d'une violence. Quand on entend mademoiselle ou madame, je ne sais pas, Boutelja, mais c'est monstrueux ce qui est dit. Quand on entend Blanchard, par exemple, exclure tout, on a l'impression de revenir à Sartre qui dit on doit être communiste ou on est un chien. En fait, ce qu'il faut, c'est distinguer d'abord, je pense, parce que dans ce grand débat, enfin, je sais pas si c'est un débat, mais sur l'islamo-gauchisme, on met beaucoup de choses. D'ailleurs, finalement, là, on parle de plein de sujets, finalement, qui se cachent derrière ça. Oui, parce que c'est la gauche extrême qui utilise ces arguments pour, en fait, nous déstabiliser tous. C'est la différence, je pense, entre le militantisme et la recherche. Et c'est précisément ça, je pense, auquel il faut faire attention. C'est-à-dire que... moi, bon, le point médian, je l'utilise pas nécessairement. C'est pas quelque chose qui m'intéresse du point de vue de ma pratique, mais ça m'intéresse du point de vue de l'étude. Ce sont des choses vraiment très très différentes. C'est-à-dire que on regarde un objet en tant que chercheur. Donc ça c'est une première chose. Mais surtout, ce qu'il faut bien voir, c'est que encore une fois, il y a aussi du militantisme, on va dire, d'extrême droite à l'université. Je pense à, malheureusement, la tradition, enfin, on va dire, la réputation d'Assas aussi, qui est quand même pas formidable là-dessus. Enfin, on a toujours des éléments politiques qui entrent à l'université maintenant, pour répondre à la question, finalement, de tous ces éléments qui interrogent. Je pense effectivement que s'il y a autant d'expérimentation dans autant de domaines en même temps, puisqu'on parle effectivement des études de genre, on parle de l'écriture inclusive, on parle des études décoloniales, on parle de plein de choses différentes, c'est que au fond, il y a des questions qui sont transversales à tout ça. Si ces choses arrivent, si ces choses émergent, ce ne sont pas, d'ailleurs, c'est pas forcément conscient, ça a bien été dit. C'est pas un hasard, et c'est pas forcément parce que il y aurait une espèce de complot islamo-gauchiste. Vous voyez ce que je veux dire? Non, mais est-ce que ce hasard, oui, je parle pas de complot, mais est-ce que ce hasard n'est pas créé, n'est pas amplifié? Alors écoutez, je vais vous dire très simplement, vous êtes prof, tous les deux, vous avez des classes, vous allez en cours. Vous voyez des enfants, des jeunes... En Zoom, malheureusement. En Zoom, oui. en Zoom. Oui, enfin, Zoom. Vous avez vu des étudiants, ils viennent vers vous, ils vous parlent, etc. Est-ce que vous sentez, derrière ces jeunes gens, ce sentiment islamiste qui monte, ou est-ce que c'est un rêve, c'est une aberration, Jean-François? Non, moi, ce que je sens chez certains de mes étudiants, c'est effectivement le regret d'être dans un grand climat d'intolérance. Et effectivement, il y en a quelques-uns qui viennent me voir à la fin du cours et qui me disent je suis d'accord avec ce que vous dites, mais effectivement, ils vérifient qu'il y a personne avant et ils parlent avec moi de ce dont ils veulent parler. L'un d'entre eux, par exemple, qui voulait faire une thèse de philosophie, a décidé de changer, de passer en médecine parce qu'il se trouve qu'en philosophie, tout est trop verrouillé. Donc ça, c'est un vrai problème. C'est la peur. C'est ça moi, qui est par exemple, cet étudiant m'a dit oui, on est 2 ou 3 comme ça, on se rejoint dans un café loin de la fac pour discuter. Et je lui dis alors, mais c'est Orwell, dites-moi. Et il me dit ah oui, c'est ça, exactement, c'est Orwell. Donc c'est pour cet étudiant et d'autres que je prends parti pour essayer de lutter contre ça. Donc Albin, on est bien d'accord pour dire qu'il y a des pressions qui ne sont pas juste... faut pas être angélique à un moment. Non, bien sûr. Il faut pas juste dire oui, tous ces mouvements sont créés parce qu'on a besoin qu'ils soient créés, etc. Il y a une manipulation derrière et surtout, il y a surtout des menaces pour ceux qui n'acceptent pas cette manipulation. Il y a eu aussi des pressions, des cas qui ont été rapportés d'étudiants qui ont aussi subi des pressions de profs qui pensaient qu'il fallait pas qu'ils parlent de genre dans leur mémoire de master, par exemple. Ça aussi, c'est arrivé. Donc on a de tout. Le problème, c'est que ou plus souvent. Ça, j'en sais rien. Je vais pas faire de statistiques là-dessus. Non, parce que le grand mouvement, il est quand même pas celui-là. Je suis d'accord avec vous sur l'extrême droite. L'extrême droite, c'est une catastrophe. Mais l'extrême gauche la rejoint maintenant allègrement, hein, j'ai envie de dire. Pour moi, la difficulté, et c'est, je pense, finalement, quel que soit notre avis sur ces questions-là, et là, je pense que je rejoins là totalement Monsieur Bronstein, c'est vraiment la question du désaccord. On avait coordonné un ouvrage avec 2 collègues l'année dernière, donc Jérôme Rava et Loïc Nicolas, sur la valeur du désaccord. C'est-à-dire que le principe même de la démocratie, c'est de pouvoir exprimer son désaccord publiquement et de le discuter tout simplement. Et effectivement, là où je suis, moi, ça me pose quand même question toute cette période-là, c'est que si on se retrouve à vivre simplement dans des clivages et dans des luttes permanentes où en fait c'est la logique de Twitter, quelque part on se jette des anathèmes à la figure, il se passe plus rien d'autre que ça, d'un côté comme de l'autre d'ailleurs au final, là c'est dommage. Et je pense que c'est au fond ça aussi qu'il faut réapprendre dans tout ça. Au-delà de la question de l'universalisme et de la République, c'est comment se parler et comment arriver à discuter sans forcément être d'accord, mais au moins à discuter ensemble de ces sujets-là qui visiblement, s'ils touchent tout le monde, qu'on soit pour ou contre, s'ils crispent tout le monde, qu'on soit pour ou contre, c'est que ça nous parle et qu'il y a des choses derrière qui sont importantes
importantes. Donc ces choses importantes, il faut les mettre en dialogue et il faut les mettre en fait sur le principe de la dispute démocratique au sens noble du terme, c'est-à-dire en parler, essayer d'en parler tranquillement. Il est effectivement inadmissible que les étudiants s'isolent pour en parler. Regardez, quand je lis des témoignages, moi je lis beaucoup de témoignages. Cette professeure, cette directrice d'établissement qui met le drapeau français devant son établissement et les professeurs qui s'insurgent. Vous voyez cette espèce d'angoisse permanente, vous la sentez celle-là? Oui, de ce point de vue-là, je dirais il faudrait avoir des adversaires comme Monsieur Wagner, ça tout se passerait bien. Mais beaucoup de gens, si on n'est pas d'accord, font tout de suite une pétition ou une campagne sur Twitter. Moi, j'ai fait ce bouquin, on m'a traité de paternaliste, positiviste, je suis spécialiste de Auguste Comte, positiviste, paternaliste et sexiste. C'est pas un moyen de discuter très argumenté. Mais c'est comme ça que ça se passe. Alors, je pense qu'effectivement, Twitter accentue ça. Il y a une montée aux extrêmes, il y a un climat détestable dans les universités parce que chacun sur Twitter fait appel à ses amis, à ses followers pour unliker ou détester, hater les autres. C'est pas ça l'université. L'université, c'est l'échange d'arguments, l'échange rationnel d'arguments de manière posée, et ça n'existe malheureusement. Je trouve que c'est en voie de disparition. Peut-être que vous êtes un des derniers qui veuille bien discuter, mais c'est pas évident. Parce que de tout temps, il y a eu dans l'université des grands mouvements que les élèves devaient suivre sous prétexte de ne pas avoir leur licence ou leur doctorat. Ça, on le sait. Historiquement, je pense à Taine, je pense à des jeunes gens comme ça qui ensuite sont... Non, mais ce qui est le plus gênant, c'est qu'il y a effectivement désormais, me semble-t-il chez certains, un refus de l'argumentation. Il y a un passage absolument extraordinaire dans cette fameuse vidéo d'Evergreen College que beaucoup de gens ont vu, où on voit un collège, une université américaine prise en main par des militants de cet ordre. Et à la fin, professeur, le seul qui s'oppose, essaie d'argumenter avec ces jeunes pour essayer d'expliquer pourquoi sa liberté de penser est importante. Et la réponse d'un des étudiants, c'est « arrêtez avec votre logique, la logique c'est raciste ». Alors si on en est à dire que la logique c'est raciste, effectivement, il n'y a plus d'argumentation possible, et je trouve que ce passage résume très bien la situation. Alors ce n'est pas sans doute le cas de Monsieur Wagner, mais il y a des collègues, entre guillemets, qui vont plutôt me traiter de raciste ou de sexiste ou autre parce que j'ai des points de vue qui ne sont pas les points de vue majoritaires. Vous ne trouvez pas ça ahurissant qu'on traite Bronstein, Jean-François Bronstein, de raciste ou de sexiste parce qu'il exprime une opinion? Mais vous savez, c'est dommage de se faire traiter en général de noms comme ça. Moi, vous savez, j'ai en fait, il y a quelques jours, fait une petite étude pour regarder le pourcentage d'articles scientifiques parus visibles sur les portails de sciences humaines, Cairn et Open Edition, portail scientifique, pour voir quel était le pourcentage qui utilisait justement les concepts d'études décoloniales, intersectionnelles, etc. Et en fait, en 10 ans, on est passé de 2,5% à 3,5%. Donc on est quand même très loin d'un problème qui gangrénerait l'université. En revanche, effectivement, la difficulté, c'est que si à partir du moment où on donne des points de vue différents, on se fait invectiver, c'est compliqué. Quand j'ai publié ces chiffres sur Twitter, par exemple, effectivement, il y a une collègue qui est plutôt, on va dire, du bord adverse qui m'a dit que en gros les chiffres ça ne prouvait rien du tout. Donc au bout d'un moment, effectivement, si d'un côté on dit la logique c'est n'importe quoi et que d'autres on dit aussi les chiffres c'est n'importe quoi, on va avoir un problème d'argumentation parce que après on est d'accord ou pas sur l'interprétation qu'on fait de ces chiffres, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais tant qu'on peut dialoguer, c'est important. Et moi ce que je trouve dommage de part et d'autre, effectivement, c'est quand en fait on essaie de poser des problèmes, on essaie de poser des questions, d'avoir un dialogue et que ça fonctionne pas. Et que je vais mettre les pieds dans le plat. Je vais être, certains vont me trouver peut-être trop excessif. Vous avez entendu parler des frères musulmans? Vous avez entendu, vous savez à quel point ces hommes et ces femmes sont actifs. Est-ce que vous ne pensez pas, je veux pas faire du conspirationnisme, je me pose la question et je vous la pose à vous qui êtes au cœur de l'université. Est-ce que vous n'avez pas le sentiment que cette engeance-là travaille derrière ces communautarismes pour les booster justement, Jean-François? Je suis pas sûr, j'ai aucune connaissance particulière dans ce domaine. Il est certain que les universités ne facilitent pas l'étude critique sur l'islamisme. On a vu que des gens comme Keppel ou Rougier ont signé cet appel pour dire qu'il y avait un problème d'islamo-gauchisme. En revanche, effectivement, il y a des militants comme par exemple Talal Assad, un américano-pakistanais qui veut déconstruire, défaire la laïcité. C'est clair que c'est une arme qui peut être utilisée par des militants musulmans. Je pense pas que ce soit, en tout cas dans la plupart des facs, que l'heure n'en est pas là. Mais en revanche, ça donne effectivement des arguments d'une certaine manière. Car on est bien d'accord que ce que détestent ces gens-là,
c'est nous, notre laïcité, notre liberté, le fait que les femmes puissent soit à l'évidence égales des hommes, à part pour certains crétins, mais pour la grande majorité. Ce qu'ils détestent, c'est justement qu'on puisse aborder les sujets que nous abordons en ce moment sans être censurés. Vous avez ce sentiment, comme Jean-François, qu'il y a aussi un problème de cet ordre-là, qui se pose derrière qui est derrière les étudiants? Moi, j'ai pas cette impression-là. Alors, j'ai peut-être de la chance. Hein, je sais pas parce que. Non, mais soyez pas prudent. C'est une hypothèse de travail. Je voudrais faire. C'est-à-dire que je pense aussi qu'il y a des différences entre les universités qui sont plus ou moins politisées. Alors moi, je suis en province, donc c'est encore un peu différent, peut-être aussi. Il y a des universités plus politiques que d'autres. Bon, mais moi, ce que j'ai pu voir, c'est que, alors évidemment, il y a des clashs entre enseignants-chercheurs. Je dirais même aussi entre enseignants-chercheurs d'un même bord, il peut y en avoir d'aussi violents. Ça, c'est plutôt ça. Voilà, c'est plutôt ça. Parmi les étudiants, effectivement, moi j'ai toujours eu une, j'espère en tout cas, ne pas me tromper en disant ça, mais jusque-là, j'ai toujours essayé d'être bienveillant et à l'écoute, même quand j'étais pas forcément d'accord avec un étudiant, et à l'encourager à chercher sur un sujet, par exemple. Même si pour moi c'est un sujet qui me paraît un peu, voilà. Bien sûr. Je trouve ça important que ce pluralisme-là. Non, mais moi, ce dont je parle, Jean-François Albin, c'est la peur. Oui, ce dont je parle, c'est la peur de mettre des drapeaux tricolores devant le lycée. Ce dont je parle, c'est la peur d'aller en salle de classe et de pas pouvoir dire certaines choses parce qu'on se fait taper dessus. Ce dont je parle, c'est de ce prof de philo qui a quand même, après la mort de ce pauvre Samuel Paty, dire que c'était un événement qui n'avait pas une grande importance et qui, à la limite, est dans la logique des choses. C'est ça dont je parle. Ouais, non, mais ça c'est effectivement grave. Le rapport au drapeau français, il est très particulier. Il y a des études très intéressantes là-dessus, des recherches. On a un rapport au drapeau en France qui est très ambivalent comme ça. C'est-à-dire qu'on a l'impression que le drapeau est forcément un symbole de nationalisme. Donc il y a un problème par rapport à ça qu'on voit pas dans d'autres pays. Hein. Je pense par exemple à l'Allemagne, au Danemark ou d'autres, ou aux États-Unis évidemment, où le drapeau, on n'a pas le même rapport aussi à ça. Donc je pense que vraiment dans tout ça, il faut voir chaque élément indépendamment l'un de l'autre pour bien comprendre. Parce que sinon effectivement. La peur est une émotion qui est légitime parce que, en fait, effectivement, quand il se passe plein de choses comme ça d'un seul coup qui déferlent en très peu de temps en plus, hein, c'est-à-dire que il y a beaucoup de changements qui sont arrivés d'un seul coup, même si certains étaient peut-être un petit peu larvés, on se dit mais en fait, il va se passer quoi après? Le problème, c'est l'après. Et tout ça, je pense, arrive aussi parce que à l'université ou ailleurs, on sait que l'université est l'antichambre du politique et l'antichambre aussi des grands changements sociaux, hein, quels que soient les pays. Quand il y a des révolutions qui sortent, c'est à l'université aussi, les étudiants sont dedans. Bon, c'est qu'en fait, on se pose plus la question de savoir dans quelle société on veut vivre. On ne se la pose plus. Alors, soit effectivement, on se dit la destination, c'est laïcité, l'universalisme républicain. Il faut y aller. Justement. Mais comment on fait? Bravo Albin. Alors, quelle est la société et quelle est l'université dans laquelle on veut vivre? Jean-François, c'est quoi? Moi, je dirais que l'université, c'est les deux principes dont je parlais tout à l'heure, liberté d'expression absolue et échange argumenté pour arriver à la vérité. Laïcité? Et ça s'appelle laïcité, effectivement, universalisme républicain, qui est un idéal. Mais effectivement, c'est une vraie question parce qu'il y a de fortes tensions politiques derrière tout cela. Je dirais que ce qui se passe, c'est que ce qui aux États-Unis est relativement anodin, si je puis dire, parce que, bon, enfin, sauf qu'il y a le problème noir qui est différent. Mais lorsqu'on le transpose ici, effectivement, ça va créer un problème, notamment avec les jeunes qui sont... Enfin, c'est-à-dire que l'université, elle fonctionne pas pour elle-même. Elle forme essentiellement des enseignants du second degré. Et de ce point de vue-là, ce qu'ils ont appris, si on ne leur montre pas qu'il y a deux possibilités, qu'on peut aussi choisir laïcité, ils vont pas le faire. Albin, très vite, vous avez 20 secondes. Ok. Moi, je pense que ce qu'il faut, c'est pouvoir se reconnaître dans le modèle qu'on porte et dans la société dans laquelle on veut vivre. Et s'il y a des gens qui ne se reconnaissent pas dans la société dans laquelle ils sont et dans ce que la société a à leur proposer, alors on a un problème. Et alors forcément, dans ce cas-là, il faut vraiment reconstruire un récit collectif différent. Eh bien, je souhaite, voilà, on est arrivé au terme de l'émission, je souhaite que ce récit collectif, vous participiez à ce récit collectif. Messieurs, vous êtes nos fers de lance, vous êtes les professeurs, c'est à vous de jouer, c'est à tous les professeurs de France, c'est à ceux qu'on confie nos enfants, ce sont à eux de jouer, et puis voilà, et puis merci encore, et puis nous, à dimanche, bien sûr.